Et donc je passe tout de suite la parole à Joachim Schöpfel, qui donc enseignant-chercheur à l'université de Lille 3, spécialiste de l'IST, assez connu en France, dans le monde de l'information scientifique, partenaire du réseau des URFIS depuis de longues années aussi, et donc qui a fait cette enquête, qui a fait une double enquête en fait, dont il va nous parler. Et ensuite nous reviendrons à l'enquête de Rennes 2, présentée par Morgane et... Alors. Bonjour à tout le monde, merci pour les organisateurs de m'avoir invité. C'est un honneur de parler ici. C'est le genre d'audience qui me convient parfaitement. J'ai entendu que dans la salle, il y avait des documentalistes, des ingénieurs, des bibliothécaires et des chercheurs. Et c'est parfaitement, je crois, que c'est ce qu'il faut pour mener une politique en matière de données. Alors moi-même, je suis maître de conférence à l'Université de Lille, donc vous pouvez enlever le 3 derrière l'Université de Lille, parce qu'on a fusionné depuis le début de l'année, donc on a une grande université sur plusieurs campus. Et donc les SHS, maintenant, on est ensemble dans le même établissement que les STM. Pour ma présentation, donc, je suis effectivement expert d'IST et c'est surtout lié à mon passé. Pendant presque 20 ans, j'ai été documentaliste, ingénieur de recherche au CNRS, dans plusieurs positions. Et avant, j'étais enseignant-chercheur en psychologie. En Allemagne, c'est mon background avant d'être intéressé professionnellement, maintenant scientifiquement, par l'information scientifique. Je parle de la psychologie parce que ça expliquera une manière de voir un certain nombre de choses de ce que je vais dire. Concernant les données, ce que je vais vous présenter, c'est en 3 étapes. La première, je vais être très rapide. Ce qui est plus intéressant, c'est deuxième et troisième, sachant que ce sont des résultats qu'on n'a pas encore publiés. On est en train de finaliser le rapport qui sera sur HAL, je crois qu'avant la fin du mois. Mais de ce que vous allez entendre, personne ne l'a entendu jusqu'à présent. Donc c'est aussi, je finaliser le rapport avec mes collègues en fonction des retours ici. Donc c'est du travail en gestation pour l'instant. Nous avons commencé à travailler sur les données à partir de 2013 et le point de départ c'était la question que surtout les bibliothécaires dans les SCD, vous le connaissez, c'était la question qu'est-ce qu'on fait avec les données dans les thèses. Ça c'était le point de départ et à partir de là on a monté un projet sur notre campus qui actuellement tourne sous forme d'un séminaire doctoral sur les plans de gestion, donc qu'on a fait là pour la 3e fois. Donc on forme des doctorants en SHS avec l'école doctorale à des bonnes pratiques en matière de données de la recherche. Et à partir de là, donc ça s'est ouvert avec des partenaires. Donc c'est trop d'honneur de dire que nous on est des précurseurs par rapport aux enquêtes. Nous-mêmes, on a cherché notre inspiration ailleurs, à Berlin notamment, à Strasbourg, sachant que les enquêtes qui ont été menées là il y a quelques années, elles-mêmes s'appuyaient sur des enquêtes en Angleterre faites par les GISC. Donc c'est vraiment une démarche internationale qui s'inspire mutuellement. Et je crois que c'est très important ce que vous avez fait ici à Rennes. Vraiment, c'est exemplaire. Aussi bien la manière de mener cette enquête-là, mais aussi la manière de publier les résultats, c'est exemplaire. Donc j'espère qu'il y en aura plein d'autres qui vont suivre. On en a besoin. Alors, quelques constats préalables, mais vraiment rapides. Sinon, on passera toute la matinée là-dessus. Ce qui est important par rapport aux enquêtes sur les données, c'est que
ça va, vous le savez de toute manière, si vous avez lu le rapport ici de Rennes 2, c'est la même chose. Il y a un large éventail de données, je ne vais pas rentrer dans les détails, on aura peut-être l'occasion tout à l'heure. Mais je crois que au fur et à mesure, on s'est rendu compte souvent on parle de small data par rapport au big data. Ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas des small data. Il y en a beaucoup qui ont toutes les caractéristiques du big data à une différence près que par rapport à certains types de données dans les STM. On n'a pas vraiment de grands équipements qui produisent massivement, comme un observatoire ou IRM ou des accélérateurs de particules et tout ça. On n'a pas ça. Mais les caractéristiques des big data, les 3 V, c'est que la volumétrie, le fait d'être alimenté tout le temps et la grande diversité, tout est là. Donc on préfère de parler de long train, mais long train avec toutes les caractéristiques de ce qu'on connaît dans l'environnement big data, que ce soit dans la recherche ou dans l'industrie. Par rapport aux pratiques, beaucoup de pratiques différentes, on va revenir là-dessus, sachant que là aussi au départ, on avait une approche un petit peu de bon, c'est du bricolage, on regarde ce qu'on fait nous-mêmes, c'est de l'artisanat, mais en fin de compte, et c'est ça, surtout ce qu'on a fait il y a quelques mois, donc ce qui était présenté comme deuxième enquête, en fait c'est une enquête qualitative. On n'a pas refait une enquête comme on l'a déjà fait il y a 2 ans, 3 ans, quantitatif. On a parlé avec, un petit peu comme une approche d'audit, avec certaines personnes sur le campus, une cinquantaine, et on se rend compte, en fait, c'est en partie de l'artisanat, mais de l'artisanat de haute qualité. C'est-à-dire pas des amateurs, on n'est pas des amateurs en tant que chercheurs. Donc on essaye, avec les dispositifs dont on dispose, avec notre méthodologie, et parfois c'est une méthodologie rodée depuis des décennies, on essaye de faire le travail au mieux avec des procédures parfois très sophistiquées. Donc artisanat, je veux bien, mais artisanat de qualité. C'est que si vous cherchez des mobiliers par un artisan, donc vous allez payer cher. C'est pareil pour moi, ici. Les motivations, donc comme on a essayé aussi dans notre enquête il y a 3 ans, de dégager certains groupes, comparant aussi avec d'autres résultats. Je partage l'avis d'Alexandre, il faut être prudent. Donc aussi c'est l'ancien psy qui parle. Donc entre ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire, il y a parfois de grandes différences, et pour des bonnes raisons, des grandes différences, sachant, là aussi le psy doit admettre que la motivation et les attitudes, c'est une chose. Et les opinions qu'on a sur un certain nombre de choses, le reste, c'est aussi des dispositifs qu'on a à la disposition. Les ressources, on peut avoir une attitude extrêmement favorable sur le partage des données quand on n'a pas les plateformes qu'il faut. Que faire? On ne va pas mettre ça sur Dropbox, ou Google Drive. Ce qui est important aussi par la motivation, de ne pas séparer de ce qu'on fait collectivement avec les données, avec les autres pratiques collaboratives que tous les chercheurs ont. Donc on travaille tous ensemble, la science individuelle, ça n'existe pas. Donc il y a un continuum, on va revenir là-dessus, de pratiques collaboratives. Je crois que c'est... Voilà. Bon, je vais aller vite. Les attentes, il y en a beaucoup. Mais la priorité, on en reparlera tout de suite aussi, la priorité c'est sécurité de stockage, un environnement correct de travail, conseil, assistance aussi, mais pas en priorité pour tout ce qui est ouverture, partage, plutôt pour autre chose. Une question qui se pose partout, à laquelle on va falloir répondre aussi de manière politique, pas seulement du développement
de marketing, entre guillemets, développement d'offres de services, c'est que est-ce qu'il faut élargir l'offre pour avoir une réponse à tous les besoins, à toutes les demandes, ou est-ce qu'il faut cibler? Donc, on en reparlera. Par rapport aux services de données, ce qui est important, mais ça a déjà été dit, donc je ne vais pas aller plus loin. Les stratégies de top-down, tout le monde fait la même chose, et sur injonction, ça ne marche pas. Ça ne marche nulle part. Et surtout pas quand ce n'est pas accompagné de mise en place d'outils de travail et de moyens. Ce qui est sûr qu'il va falloir avoir une approche modulaire différenciée. Voilà, alors, cette enquête qu'on a menée en 2017 et début 2018, on l'a menée donc avec une cinquantaine de collègues sur notre campus. Donc c'est limité au SHS. L'environnement était pareil que ce qui était fait ici. À deux différences, je crois qu'on n'a pas d'urfiste à Lille. Donc notre travail adossé à notre laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, Jéricho. Et puis on l'a fait avec l'école doctorale SHS. Donc je ne sais pas, je n'ai pas entendu, mais j'imagine que le contact est pris aussi ici. Mais l'école doctorale, c'est parce que nous, on met l'accent sur les doctorants. Voilà, donc 8 observations rapides, ensuite 10 suggestions de ce qu'on vient de faire pour nous. Oui. Première observation, la sécurité, c'est la préoccupation principale des anciens chercheurs. Donc vous parlez données avec les anciens chercheurs, vous regardez un petit peu de ce qu'ils font et où ils se posent des questions. La première question, c'est ça, c'est-à-dire quel est l'environnement qui convient, quels sont les dispositifs, quel est le cadre, notamment pour tous ceux qui traitent, et c'est en sciences humaines et sociales, c'est quand même une bonne partie des recherches, surtout d'envergure, qui traitent des données personnelles. Et puis d'autres, j'ai entendu ça hier dans une petite réunion informelle, que les liens entre la santé et les sciences humaines et sociales, donc bien entendu, il y a un certain nombre de projets scientifiques sur le campus, avec les CHU notamment. Et donc, il y a d'autres contraintes auxquelles, comment dire, la DSI sur un campus de sciences humaines et sociales n'est pas nécessairement appropriée. Donc, il faut d'autres solutions, des solutions qui existent en partie dans le domaine, enfin, dans l'environnement des CHU, mais d'un point de vue infrastructure, pour le dire comme ça, pour l'instant, je crois que le lien n'est pas fait. Il y a un problème pour des chercheurs chez nous, que ce soit en sociologie, en psychologie, même nous, en sciences de l'information et de la communication, on a des projets de ce genre-là, où ça pose un problème. Il y a des acteurs qu'on n'a pas nécessairement, dès le départ, dans les projets de données de la recherche, par contre, qui sont des interlocuteurs naturels pour les chercheurs, à commencer par le responsable de sécurité des systèmes d'information. Je crois qu'il ne faut pas, je n'ai pas besoin d'aller plus loin par rapport à ce point-là, mais c'est de notre point de vue l'observation par laquelle il faut commencer. La deuxième observation qui ressort de ces entretiens, c'est que deuxième préoccupation, c'est la communication des données entre chercheurs. Je ne parle pas de partage, je parle de communication, c'est-à-dire qu'on est une équipe, on a un projet avec plusieurs laboratoires sur le campus, avec d'autres campus. On a des projets de recherche avec des entreprises, on a des projets de recherche avec d'autres universités à l'étranger. Comment communiquer les données? Comment communiquer les données, surtout quand elles sont sensibles? Genre, d'après ce que j'ai entendu dire, les projets les plus difficiles à gérer de ce point de vue-là, c'est des projets
de nouveau, qui traitent des données issues de la santé, traitements ou d'autres, qui impliquent des enfants, des mineurs, qui ont des partenaires, pas seulement dans les CHU, mais aussi à l'étranger, et notamment à l'étranger, en dehors de l'Union européenne. Donc je crois que de ce point de vue, le pire que j'ai entendu, mais qui était rapporté comme le pire des projets, de ce point de vue, pas du point de vue scientifique, qu'on s'entend bien, c'était un projet avec Israël. Israël, santé, mineurs. Et du point de vue communication, comment on va échanger les données, sur quelle plateforme, quel environnement, pour être en conformité avec les réglementations qui s'imposent ici au niveau européen et au niveau international, donc avec d'autres partenaires. Troisième observation, parfois dans la littérature, de toute manière, c'est toujours simple, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est blanc, c'est noir. Donc il y en a qui savent faire, il y en a d'autres qui ne savent pas faire. Donc la réalité, et je crois que ça ressort aussi de l'enquête ici à Rennes, évidemment, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas noir ou blanc, c'est qu'il y a un large spectre de pratiques qu'on peut ensuite mettre, ça c'est l'approche scientifique, sur des dimensions, de faire des jolis dessins, pratiques personnelles par rapport à des pratiques formalisées. Ça ne veut pas dire que les uns sont bien, les autres non. Mais il y a des pratiques qui sont formalisées depuis des années dans le cadre de certains projets, dans certains laboratoires, ou tout simplement disciplinaires, parce qu'il y a des manières de faire qui sont rodées, à commencer par exemple par les statistiques, et d'autres qui sont plus développées à titre personnel pour des raisons XY, pas toujours des mauvaises raisons. Il y a aussi une dimension des pratiques qui sont considérées comme satisfaisant ou non, point de vue personnel du chercheur. Ce n'est pas un jugement porté de l'extérieur, on peut aussi voir ça comme une évaluation. Non, là, c'est vécu par les chercheurs eux-mêmes. Et puis après, quelque chose, il faut aussi être clair là-dessus, de séparer, en ce qui concerne une politique de données et tout ce qui est gestion. Et gestion, ça peut être pris en charge par d'autres que traitement et analyse. Donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas nécessairement les mêmes métiers, ni les mêmes dispositifs. Quatrième observation, plus un niveau de gouvernance. Donc, une question, mais qui s'occupe des données? Et parfois, on a des surprises du genre, on est dans un projet ANR ou un projet H2020, et qui s'occupe des données? Je ne sais rien. Je ne sais rien, donc ça doit être quelqu'un, il faudrait parler au directeur du projet. L'idée aussi qu'au niveau du laboratoire, il y a quelqu'un qui sait, ce n'est pas toujours vrai. Souvent, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est une gestion au niveau des équipes, des axes, surtout des projets. Mais il y a des laboratoires, surtout un en archéologie, qui a une politique globale des données par rapport aux fouilles et le recensement des endroits avec géolocalisation, alimentation d'une base de données, mais c'est plutôt l'exception, d'après ce qu'on a vu sur notre campus. Donc, gouvernance, c'est pas toujours évident, sachant que, bien entendu, dans les plans de gestion, c'est une des questions clés. Qui s'occupe de ça? Qui est responsable? Il y a quelqu'un qui est désigné. Est-ce que c'est le responsable du projet? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a des laboratoires, encore une fois, notamment les unités mixtes de recherche, qui ont plus de moyens, ce qui ressort aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je l'avais inscrit, qui ressort aussi d'une enquête auprès des directeurs d'unité du CNRS de 2014, qu'on a réanalysé avec la direction IST du CNRS l'année dernière. Donc on voit très bien qu'il y a des unités qui ont ce qu'il faut par rapport aux compétences et personnel. Il y en a d'autres
genre d'unité dont je fais partie, c'est équipe d'accueil, c'est-à-dire que pas de moyens d'autres qu'universitaires, donc il va falloir faire avec le personnel qu'on a. Alors, question, où sont les différences? Donc souvent on entend et on lit qu'il faut une approche disciplinaire, ce qui n'est pas faux. Donc de dire qu'en sociologie, c'est pas comme en histoire, et puis c'est pas comme en littérature, c'est pas faux. Mais en réalité, quand on commence à regarder de près, ce n'est pas là où il y a le curseur, ou ce qui est la différence. Souvent, la différence, c'est plutôt la méthodologie. Si vous avez par exemple des enquêtes, les questions se posent de la même manière en sociologie, en Sciences Po, en Sciences L'Info, ou en éducation. D'où, par exemple, l'intérêt d'un outil comme Sciences Po à Paris, Bécali. La gestion, là, se fait autour de la méthodologie, une enquête. De même, si vous avez un grand équipement, mais ce n'est pas en SHS, comme un accélérateur de particules, IRM. Donc, ce n'est pas le fait que ce soit des physiciens ou d'autres disciplines, mais c'est l'équipement qui fait que les données ont une certaine typologie et les données ont une certaine manière, ou imposent une certaine gestion. Et puis après, vous avez aussi la réglementation, donc j'ai déjà parlé de la santé, des données personnelles, sachant qu'on peut avoir des surprises. Donc j'ai parlé avec des collègues en littérature, donc évidemment qui disent nous, des données, on n'en a pas. Et donc, on a discuté un petit peu, donc les données, il y en avait quand même. Et les données personnelles, il n'y en a pas non plus. Et je dis, mais vous ne m'avez pas allé justement, il y a un instant, un travail que vous avez mené avec, je ne sais plus si c'était des traducteurs ou des auteurs, je crois que c'était plutôt les traducteurs. Et vous avez mené des entretiens. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait avec des entretiens? Voilà. Donc, les données personnelles, évidemment, il y en avait. Il y avait des entretiens, il y avait des transcriptions, il y avait des enregistrements. Et il y avait des données personnelles. Sauf qu'à un moment, le mot a été prononcé, données personnelles. Et donc, après, vous savez très bien ce qui en suit. Question terminologique. 6e observation, donc, données n'est pas utilisé par tout le monde, donc ça peut vouloir dire des choses très différentes. Et puis partage aussi, c'est le deuxième terme, je ne dirais pas qui fâche, mais qui a un sens très différent, sachant que les chercheurs en partagent depuis toujours, ça a toujours été fait, mais entre partager des résultats avec des collègues, que ce soit de la même équipe, que ce soit à l'étranger, loin, mais qui travaillent sur les mêmes domaines, et partager tout simplement, genre on met sur le web, et puis tout le monde se sert sans savoir qui fait quoi. Il y a une différence. Donc, j'attire juste l'attention là-dessus, qu'il faut faire attention avec les mots. Donc, d'où viennent les incitations pour des bonnes pratiques? Donc, c'est sûr que par le financement des projets, ça c'est l'incitation la plus forte aujourd'hui, mais il y a une deuxième incitation qui vient, les revues. Donc, sur notre campus, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui publient dans Nature. Par contre, s'il y a des psychologues ici dans la salle, vous connaissez APA, donc c'est les meilleurs, parmi les meilleures revues de l'association des psychologues américaines. Donc, ils demandent aujourd'hui, vous voulez publier dans les revues de l'APA, et ils demandent les jeux de données. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que vous en avez fait? Et puis là, par contre, les collègues sont obligés de montrer au moins pendant la durée de l'évaluation du manuscrit, pendant la période de peer review, de rendre accessible à la demande les données. Voilà, et puis vous avez la législation qui existe, aussi bien dans le cadre du Code de la recherche, la santé publique, les données personnelles, open data. Donc ça se met en place, ce n'est pas terminé, ça va continuer. Et donc c'est une incitation qui s'ajoute.
Vous avez le travail du comité d'éthique, qui est en partie lié aux autres. Et puis vous avez des partenaires qui demandent tout simplement aux équipes chez nous de faire un certain nombre de choses avec les données. Dans les projets, quand on est dans le même projet. Et puis, dernier point d'observation, les verrous, surtout les manques de ressources informatiques, mais aussi personnelles, financiers aussi. Bon, on pourrait faire un certain nombre de choses si on avait un peu plus d'argent. Manque de motivation, pas nécessairement, j'ai même un point d'interrogation. Écosystème traditionnel, ce qu'on entend parfois de manière péjorative, comme s'il y avait des trucs qu'on faisait et puis aujourd'hui c'est pas bon. Moi ça me fait rire, jaune, surtout quand j'entends parler des informaticiens traiter les humanités numériques comme si en semaine on découvre l'informatique aujourd'hui. Donc là, pour une fois, je vais faire le vieux. Quand j'étais étudiant moi-même, quand j'ai commencé à préparer ma thèse il y a 35 ans à peu près, donc certes, ce n'était pas en France, mais vous n'étiez pas en arriéré non plus en France. On avait déjà les ordinateurs, on avait déjà les enquêtes en format numérique. Évidemment, ce n'était pas sur le web parce que le web n'existait pas. On avait les cartes perforées, mais il y avait les centres de calcul, tout ça, ça existait déjà. On n'a pas eu besoin des gens aujourd'hui qui disent « Ah oui, ben, les sciences humaines, va falloir vous montrer où sont les outils. » Donc l'écosystème traditionnel, quand j'entends ça, il y a une alerte rouge qui commence à clignoter des diamants. Il y a quelqu'un qui essaye de dire que ce que vous avez fait depuis des décennies, voire parfois des siècles en philologie, c'est mauvais. Donc maintenant, on va commencer à le faire correctement. Donc c'est pour ça que moi je suis extrêmement, ça doit être le vieux, je suis extrêmement méfiant quand j'entends des histoires comme « disruptive campus ». Donc, comme si aujourd'hui on balance tout et on commence vraiment. Mais bon, j'admets aussi, c'est le même discours que j'ai entendu par mon propre directeur de thèse, quand moi j'étais jeune et quand nous on arrivait, on disait comment il faut faire, il tenait le même discours déjà. Non. Bon, soit. Alors, en vitesse, j'ai encore combien de minutes? 3 minutes, si je vois bien. OK, de toute manière, je peux aller vite, je peux me limiter au titre. Le reste, vous aurez le temps de lire et on discutera de toute manière. Donc, c'est 10 propositions qu'on fera, peut-être d'une manière un peu différente de ce que je vais vous dire là. En fonction de ce qui dit ici, de ce qu'on va discuter dans notre équipe dans les prochains jours et semaines. Donc, première chose, mettre en place un pilotage scientifique. Par opposition, notamment à une démarche qui émane de la documentation à la bibliothèque, qui, à mon avis, est vouée à l'échec. Il ne faut pas que les chercheurs aient l'impression que la bibliothèque leur dit de ce qu'il faut faire. Ils n'écouteront jamais. Jamais. Quand il y a une offre de services intéressant, oui. Quand il y a une injonction qui vient des conservateurs, on n'entend pas. Et je dis ça aussi comme ancien directeur de bibliothèque. Deuxième chose, investir de manière ciblée. Il va falloir faire des choix à la place d'essayer de mettre en place quelque chose, entre guillemets, qui arrose tout le monde. On n'a pas les moyens, ni ici, ni à Lille, et je crois que nulle part ailleurs, pour mettre en place un dispositif qui fait plaisir à tout le monde. Il va falloir faire des choix. Je dirais aussi de manière marketing des services, donc il y a une manière aussi de faire des choix qui permettent une sorte de marketing viral, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose et les autres viennent et disent tiens, c'est intéressant ce que tu fais, on ne peut pas. C'est comme ça qu'on a commencé avec les doctorants, maintenant c'est les chercheurs qui disent tiens, qu'est-ce que vous faites là avec les doctorants, on ne peut pas. Il y a un certain nombre de pistes. Je ne vais pas approfondir, sachant qu'une piste, c'est par exemple ça. Je crois qu'il faut arrêter d'essayer de passer par les laboratoires. Ce n'est pas la bonne porte d'entrée pour gérer les données. Il faut venir par les projets. Parce que là, il y a un montage, il y a un suivi,
il y a des besoins concrets. Projet européen, ANR, ça viendra. Ça commence déjà par des recommandations. Ça viendra. Donc, vous avez la direction recherche impliquée dans ces projets-là. Vous avez les comités... oui, bon, ça, je sais que c'est terminé là. Vous avez le comité d'éthique aussi. À notre avis, c'est la bonne porte d'entrée. Pas les laboratoires, c'est voué à l'échec, parce qu'à qui s'adresser au laboratoire? Mais au niveau des projets, vous avez tous les acteurs qu'il faut. Utiliser le plan de gestion comme levier, de ce qu'on fait avec les doctorants, ça fonctionne très bien. Au niveau des projets, c'est lié à l'autre proposition. Ça semble la meilleure manière aussi pour accéder, entre guillemets, aux bonnes pratiques. Sachant qu'il y avait une question ouverte qu'on est en train de regarder de près, les liens avec le protocole éthique. Parce que dans le protocole éthique, il y a une partie traitement de données. Et dans les plans de gestion, il y a une partie éthique. Donc, ce n'est pas la peine de faire le travail 2 fois. Mais comment lier s'il faut... enfin, bon, je peux prendre le temps. Mais je crois qu'il y a une piste à suivre au niveau d'un campus. Apporter des réponses aux contraintes de sécurité. Si on ne le fait pas, en matière de politique de données, je l'ai déjà dit, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, vite, il faut que tu ailles d'un endroit A à un endroit B, et vous lui donnez ni un ticket de métro, ni une voiture, ni je ne sais pas quoi, même pas de patin à roulettes. Vous dites juste, vite, il faut que tu sois là maintenant. Ça sert à rien. Sachant qu'il n'y a pas nécessairement des solutions uniquement sur le campus. Donc les solutions peuvent être ailleurs. Ça peut être au OVH, ça peut être au niveau de Renater, qu'importe. 6e, apporter des réponses aux besoins de communication. J'ai déjà parlé de ça. Je continue. Apporter des réponses aux besoins de curation. Donc, j'aime pas du tout le mot curation. C'est un anglicisme. Quand on regarde ce que ça veut dire, en fait, c'est la conservation. Curation en anglais, c'est conservation en français. Donc, c'est de gérer pour la conservation des données, ajouter des métadonnées, faire un certain nombre de choses. Ça, il va falloir trouver des solutions. Et là, c'est là où notamment les SCD et les services de documentation rentrent en jeu, parce que les compétences sont là, ne sont pas au niveau des chercheurs. Essayez pas de former les chercheurs à des métadonnées, ce n'est pas leur métier. Proposer plusieurs solutions pour la conservation des données. On va en parler à la table ronde, j'imagine, donc on va aller vite. Il y a une question par rapport au niveau national. J'imagine que ça va être abordé. 9e, ça c'est parce qu'on est SHS. Donc en SHS, on aura les directeurs d'Humanum cet après-midi, au moins virtuellement ici. Il y a une infrastructure qui couvre une partie des besoins. Et donc, pour nous, je crois que c'est une piste sérieuse de faire un partenariat à l'instar de ce que fait l'Université de Nice, un partenariat formel avec un correspondant Humanum sur le campus. Donc, on commence à travailler avec eux pour les doctorants, une connexion pour les donner des thèses avec Nakala. Donc, ça prend... ça se met en place, donc on a une petite équipe qui fait les liens pour le développement de ce qu'il faut. On verra ce que ça va donner. Mais c'est certain, on ne peut pas mener une politique de données sur un campus de sciences humaines et sociales en disant, bon, nous, on fait notre truc dans notre coin, comme si ça n'existait pas, sachant que les équipes et les projets connaissent très bien Humanum de manière générale. Il faut les inclure. Et dernière chose, ça c'est plutôt l'ancien chef de service et quelqu'un qui s'intéresse au marketing. Donc il faut valoriser les bonnes pratiques de plusieurs manières, des vitrines, au showcase pour faire malin, mais aussi
par exemple, pas des kits projets, pas des procédures, en partie, ça existe déjà. Je suis sûr aussi chez vous. Il suffit de chercher soit auprès de la sécurité des systèmes, soit auprès des correspondants informatique et liberté. Maintenant, la personne chargée gestion des données personnelles. Il y a déjà ces procédures-là, mais on peut les présenter d'une autre manière. Peut-être une bibliothèque de ressources. Voilà. Et puis voilà, c'est terminé. Tout ce que vous avez là, a priori, de ce qui est déjà publié est sur HAL. Et puis il y en a 2 qui sont à venir, notamment le rapport, là, donc il sera dans quelques jours sur HAL. Et une enquête, non pas une enquête, une étude qu'on a rédigée déjà, qui va être publiée par rapport à l'éthique et une autre sur les normes dans le domaine des données. Merci.